Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Je C'était Podcast, ravi de vous retrouver, merci d'être au rendez-vous de cette émission hebdomadaire cette semaine pour décrypter ce qu'il s'est passé au Masters de Paris-Bercy où les joueurs français ont particulièrement brillé. Que pouvais-je rêver de mieux que d'avoir un coach français à mes côtés? Eh bien, Xavier Le Gall a accepté mon invitation ce lundi, un Français qui va bientôt demander la nationalité belge tant il passe du temps chez nous en tant que président de la fondation Hope and Spirit. Pour enregistrer ce podcast, je l'ai rejoint ce lundi à Lille où se déroule un tournoi à 25 000 $ du circuit ITF féminin où il accompagne deux joueuses françaises. Et il n'est pas mon seul invité cette semaine parce qu'en arrivant en reportage sur ce tournoi, quelle ne fut pas ma surprise de croiser Sarah Pitkowski, ancienne joueuse du top 50, formée dans ce club du nord de la France et qui est aujourd'hui ambassadrice de ce tout nouveau tournoi. Elle a eu la gentillesse de m'accorder une interview. C'était un vrai plaisir de faire sa connaissance parce qu'elle est consultante depuis plusieurs années pour divers médias et c'est une pépite quand elle est derrière un micro. Donc voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro et n'oubliez pas d'aller vous abonner si vous appréciez mon travail. Cela permet à Je C'était Podcast d'être mieux référencé, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez même aller jusqu'à me mettre quelques petites étoiles, ce sera magnifique. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Mon nom est Christelle Joiris. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Je me trouve donc à la raquette de Villeneuve-d'Ascq en France, près de Lille, où se déroule cette semaine un tournoi ITF W35 féminin. Et alors que je viens de m'entretenir avec Xavier Le Gall, que vous entendrez juste après, eh bien, j'ai croisé sur ma route complètement par hasard Sarah Pitkowski, ancienne joueuse française que tous les gens nés dans les années 70 connaissent bien sûr, soit pour avoir suivi son parcours, notamment face aux joueuses belges de cette génération, Appelmans, Monami, Els Callens, mais aussi parce que depuis la fin de sa carrière, elle est consultante brillante sur différents médias. Mais donc, Sarah, ce tournoi, vous en êtes l'ambassadrice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de soutenir ce tournoi nommé Les Femmes en Or? Très, très beau jeu de mots. Et là, vous nous égalez au niveau humour. Je suis belge, hein. Et moi j'habitais à la frontière belge. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Écoutez, la raquette de Villeneuve-d'Ascq, c'est mon club d'origine. C'est là où j'ai commencé à jouer au tennis, dans le Nord avec un N. Et au club de tennis de la raquette de Villeneuve-d'Ascq, il y a eu beaucoup de joueuses de tennis en or, au R. C'est un club où le tennis féminin a toujours brillé, allez savoir pourquoi. En tout cas, je crois que j'ai été la première d'une série. Donc il y a eu pas mal de joueuses internationales, en tout cas qui ont commencé à jouer ici, qui ont porté les couleurs du club, que ce soit en match par équipe, ou qui ont eu un classement international assez élevé. Vous pouvez nous en citer d'autres? Il y a eu Pauline Parmentier qui a joué ici, il y a Julie Gervais qui joue encore ici, moi. Voilà, il fut quelques années, donc on a porté les couleurs du club. Et puis, c'est donc un club qui a été en National 1, donc des matchs par équipe en France. Il y a eu un gros CNGT qui s'est organisé ici. Et je crois que pour boucler la boucle, en fait, ça semblait une évidence. S'il y avait un tournoi international qui se montait ici, que ça allait être un tournoi féminin. Voilà, ça semblait comme une évidence. C'est le premier tournoi international dans la métropole lilloise. Donc voilà, et puis la présidente, Laurence, la directrice, Samia, m'ont appelée, on me dit il faut que tu sois de la partie. Et je dis c'est normal que je vienne avec vous. Alors évidemment, je n'habite plus à Villeneuve-d'Ascq, mais je dis je vais vous aider au mieux de ce que je peux faire. Je ne peux pas être là au quotidien, donc je vais essayer de porter les couleurs avec mon nom, avec le fait que je sois une personne publique. Ça permet de donner un éclairage au tournoi parce qu'il va falloir lui assurer une pérennité. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe d'organisatrices pour un tournoi féminin. C'est magnifique et ce tournoi a l'air super bien organisé et il y a beaucoup de Belges, j'ai vu dans le tableau. On a Sofia Kostoulas que j'ai vu s'entraîner tout à l'heure. Il y a Clara Vlaselaar aussi. Comment un tournoi qui vient de naître comme celui-là se fait connaître d'emblée pour avoir une belle affiche?
Alors, c'est pas évident. Pour une belle affiche, déjà, c'est le prize money, c'est la catégorie tournoi. Donc, c'est un W35, donc en fait, qui va délivrer 35 points à la vainqueur. Mais le prize money global, il est encore de la catégorie des 25 000 $. Donc, ça fait à peu près 3 300 € à la vainqueur. Et donc, c'est dégressif, un finaliste, premier tour des qualifs. Donc, c'est vraiment, on est au premier niveau des tournois professionnels. C'est des tournois où on met le pied à l'étrier, ou c'est des tournois tremplins. Ça dépend comment vous les jouez. C'est-à-dire que si vous êtes une jeune joueuse qui passait des juniors et qui commençait à rentrer sur le circuit professionnel, c'est un tremplin. Logiquement, vous venez chercher vos premiers points. Et puis, il y a des joueuses qui sont des joueuses d'un niveau autour de 300-400e place mondiale et qui font ces tournois. C'est leur vie de tous les jours, en fait. C'est leur circuit. Puis après, il y a des joueuses comme la numéro 1, la Roumaine Patricia Tig, qui a été, je crois, top 60 mondiale. Elle est 250, donc elle est redescendue, donc elle revient, enfin en tout cas elle vient rechercher des points pour essayer de repartir au plus haut niveau. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des tournois charnières. Ils peuvent être organisés par des clubs. Ils sont à la portée des clubs en termes d'organisation et de cahier des charges. Et là, sincèrement, pour avoir fait quelques tournois, pour une première édition, l'équipe s'est super bien organisée. Et moi, j'essaie d'apporter l'éclairage. Voilà. Forcément, je parle aux médias, je suis là avec vous. Et l'idée, c'est venez voir les filles. C'est sympa, ça joue super bien. Et puis, l'idée, c'est d'embarquer une communauté de partenaires autour de ça pour le faire vivre le plus longtemps possible, puis le faire grandir. Bien sûr. Et vous en gardez un bon souvenir, vous, de cette période où vous êtes passé, vous avez écumé ces tournois de 2e division, de 3e division, même qui sont parfois pas évidents, simplement pour une joueuse qui débute? Oui, j'en garde un bon souvenir. Après, j'avais la chance, moi, d'être dans le cadre fédéral. Donc, en fait, il y avait un petit groupe de filles. On avait un coach qui nous accompagnait. Donc, c'était déjà un luxe. Et puis, je crois que j'y suis pas restée très longtemps. Tant mieux pour moi. Mais j'ai écumé, effectivement, des 10 000 $, des 25 000 $ en Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Je suis même partie faire des tournées en Amérique du Sud. Et c'est bien de se confronter à des joueuses avec une autre culture, une autre forme de motivation, parce que c'est un sport individuel et puis il faut s'endurcir. Donc j'en ai gagné un certain nombre. C'est-à-dire que je me souviens, mon entraîneur à l'époque, il me dit tant que t'es pas dans le dernier carré, on ne change pas de niveau. Donc il fallait être régulièrement dans le dernier carré, donc demi-finale, finale des 10 000 $, pour passer aux 25. Et quand j'avais fait gagner des 25, on passait aux 50. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas brûler les étapes. Mais comme moi j'étais un peu pressée, il fallait s'y mettre un peu, quoi, voilà. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à jouer au tennis. Oui, elle est modeste en plus. Mais c'est un vrai plaisir, Sarah Pitkowski, de pouvoir vous croiser. Alors c'est complètement à l'improviste, comme je vous le disais, mais je rêverais vraiment de pouvoir faire un podcast spécial hors série, offrir ça à mes auditeurs. Et donc je reviendrai vous voir pour prendre le temps de reparler un petit peu de votre carrière, de ce que vous avez accompli, parce que je vous suis fidèle depuis pas mal d'années. Je vous regardais tout le temps à la télé, vous me faisiez beaucoup rire. En fait, c'est surtout votre humour qui me plaisait beaucoup. Et donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous consacrer à un Jeu C'était podcast. Et je sais que vous êtes sur RMC aussi. Hein. Bon, on n'est pas concurrents parce que tout le monde a sa place dans le podcast. Et puis moi, je suis belge. C'est ce qui fait ma différence. Oui. Et puis, vous savez, alors, on se donne rendez-vous et je vais teaser pour notre prochain podcast. J'ai plein d'anecdotes avec les joueuses belges. Plein d'anecdotes. Que ça soit de Nancy Faber, que ça soit de Justine Henin, que ça soit de Kim Clijsters, que ça soit de Els Callens, de Sabine Appelmans, de Dominique Van Roos, Dominique mon amie, voilà, tout ça, ce sont des filles avec qui j'ai passé un temps incroyable et ça a été des souvenirs incroyables avec toutes ces filles parce que j'ai partagé le circuit avec elles et je crois qu'il y avait une connivence entre françaises et belges, mais surtout entre nordistes et belges parce que c'est la Belgique qui m'a offert mes premières victoires en Fed Cup et ça, je les oublierai jamais. Ah mais c'est formidable, on ne peut pas rêver meilleur teaser hein, là. Mais merci beaucoup, je reviendrai vous voir. Merci d'avoir accepté à l'improviste de m'accorder quelques minutes et longue vie à votre tournoi W35 les femmes en or. J'espère que
pas mal d'auditeurs viendront vous voir parce que c'est vraiment à côté. Moi, j'ai mis 1h45 de la Belgique. Je crois que c'est même 40 minutes pour ceux qui habitent dans le Nord. Donc, n'hésitez pas et vous aurez la chance de voir des excellents matchs, des excellentes joueuses. C'est toute la semaine. Et vous prévoyez déjà une seconde édition? Bien sûr, évidemment. Là, c'est du 3 au 9 novembre. Évidemment qu'il y a une prochaine édition. Donc, venez. À partir de jeudi, il y aura des tribunes. Il fait un temps remarquable au mois de novembre. Et il y a une super ambiance, en tout cas très familiale. Donc, et puis, vous venez me croiser. On se fait un petit coucou, on boit un café et je suis là. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Xavier Le Gall est mon invité ce lundi. Salut Xavier. Salut Christelle. Alors, je ne suis pas sûre de te présenter convenablement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cet été, mais bon, tu travailles encore avec Enzo Quaco et tu viens d'intégrer le CNE, le Centre national d'entraînement basé à Paris, en France. Tu étais donc l'interlocuteur rêvé pour nous parler du dernier Masters 1000 de la saison à Paris-Bercy où les Français ont été particulièrement efficaces. Ils se sont illustrés cette semaine. Ce sera intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Merci Xavier d'être avec moi ce lundi. Avec plaisir. Alors j'ai fait un peu de route ce matin pour rejoindre Xavier dans le nord de la France où se déroule un tournoi W35 à Villeneuve-d'Ascq à côté de Lille. Alors W35 dans le jargon, ça veut dire quoi Xavier ? Ça veut dire que déjà on est sur le circuit ITF, on n'est pas sur le circuit WTA et en fait donc ça c'est la seconde division. Voilà, c'est la troisième parce qu'ils ont quand même créé entre les gros tournois et les ITF les WTA 125. Juste. Voilà, donc on est sur la troisième division on va dire et en fait ils ont voulu remettre un petit peu de clarté si tu veux sur tous les tournois qu'il pouvait y avoir. Donc W15, ça commence à W15 et ça finit à W100. Okay. Et alors c'est pas du tout indexé sur les prize money, donc le W35 équivaut toujours à un $25 000 de l'époque. Ah, okay. C'est juste que ils ont voulu remettre de l'ordre sur les points, sur la cotation, et donc un W35 va attribuer 35 points à la vainqueur du tournoi. Ok, donc on a W15, 30. Et alors il y a W15, 5. W30, W50, W75 pour parler belge. Ouais, bien, bravo. W100. Okay. Voilà, mais tu as dit 30, mais c'est 35. W35, oui, excuse-moi. Okay. Ouais. Et donc ici, dans un W35, on a des filles qui sont classées combien ? Ça va dépendre des semaines. Généralement, sur le tableau final, c'est entre, je vais dire 150 et... alors ça va dépendre des semaines, mais 150 et 350, 400. Cette semaine, c'est un tout petit peu moins fort. C'est la fin de saison, les filles sont un peu fatiguées, mais ça reste quand même très solide. Voilà, on retrouve toujours des joueuses, oui, aux alentours du top 200. Cette semaine même on a en qualif une Anna Konyu qui a été top 20. Ouais. Voilà, et donc dans ces tournois-là il s'abrasse un peu les anciennes gloires on va dire, ouais. Les futurs talents comme les juniors voilà, très prometteuses. On a Quevedo cette semaine, on a Sofia Kostoulas qui est quand même encore jeune, on a une joueuse dont je m'occupe qui s'appelle Bartasevic. Voilà, il y a des joueuses comme ça qui arrivent. Oui, alors j'allais dire, j'ai été voir un petit peu l'entraînement entre ta joueuse et Sofia Kostoulas, qu'on connaît bien en Belgique, puisqu'elle a été numéro 1 chez les juniors, et puis qu'elle part bientôt en équipe de Billie Jean King Cup jouer en Chine. C'est évidemment un des futurs grands espoirs du tennis belge féminin. Est-ce que tu peux nous dire qui tu entraînais aujourd'hui, qui tu accompagnes ? C'est dans le cadre de tes nouvelles fonctions. Exactement. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis entraîneur au centre d'entraînement, comme tu as dit en intro. Félicitations. Merci. Donc je travaille pour la Fédération française de tennis et donc avec un autre coach, Eric Vinogradsky, on s'occupe d'un groupe de 3 filles entre 18 et 19 ans, donc Jenny Lim, Yaroslava Bartasevic et Sarah Iliev. Et donc là cette semaine je suis avec Sarah et Yara, Jenny étant un petit problème au poignet, donc voilà on démarre. Et tu continues à être le président de la fondation Hope and Spirit en Belgique, hein ? Toujours quand j'ai été contacté pour ce poste, c'était la condition sine qua non, c'est que évidemment avec plaisir, c'est un honneur, c'était une surprise, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la petite anecdote, mais quand j'en ai parlé avec mes parents, voilà, ma mère était au bord des larmes. Alors je sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas c'est
c'est toujours gratifiant. Mais dans tous les cas, il était important pour moi de continuer avec la fondation. Évidemment, c'était le bébé de Daniel, c'est devenu le mien, c'est devenu le nôtre. Oui. Et donc on me verra toujours en Belgique l'année prochaine. Ouais. Ah, mais c'est sûr que c'est une sacrée reconnaissance d'être coach fédéral. Il y en a combien comme ça qui s'occupent du top niveau en France? Alors bon, c'est pas fédéral, je te reprends, mais c'est national. Oui. Mais bon, voilà, moi je suis prestataire pour la Fédé, donc je sais pas si on peut me donner ce titre, mais voilà, c'est pas très grave. Au centre d'entraînement, coach tennis, on doit être une dizaine de coachs tennis, ouais. Uniquement pour les filles ou filles et garçons, ouais. Ouais. Donc par exemple Emmanuel Planck qui est avec les garçons. Alors lui c'est un peu particulier son statut, il est entraîneur national à la Fédé, mais il est détaché pour Giovanni. Okay. Voilà, c'est Giovanni, comme il est top 100 avec les nouvelles règles fédérales dictées par la politique de Ivan Lubicic, oui. Le nouveau responsable du haut niveau français. Giovanni rémunère Manu directement. Et donc, toi, ton patron maintenant, c'est Ivan Lubicic. Alors, j'aurais faire Pauline Parmentier, okay. Voilà, qui est elle responsable du haut niveau féminin chez les plus de 16. Et Ivan, qui lui est responsable du haut niveau tout confondu. Okay. Voilà, et toi, tu peux un peu nous éclairer parce que l'année passée à Anvers, je me souviens, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Il y avait justement Emmanuel Planck, il y avait Paul-Henri Mathieu, il y avait Sébastien Grosjean, Ivan Lubicic était déjà là. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé avec Arthur Fils, qui est désormais suivi justement par Sébastien Grosjean depuis lors. Pourquoi la Fédération française s'est tournée vers quelqu'un comme Ivan Lubicic pour venir restructurer les choses, ou c'était quoi Je pense apporter une nouvelle politique, apporter un nouveau regard, un regard sur le très très haut niveau, puisque ça a quand même été un joueur qui a été 3e, si je ne me trompe pas, ou 4e, qui a été le coach de Roger. Donc le président souhaitait un apport extérieur étranger pour essayer de redonner un nouvel élan, ou un élan en tout cas, au tennis français. Et donc depuis un an et demi, ça se restructure. Donc Ivan est le nouvel responsable du haut niveau. Paul-Henri Mathieu, qui était le responsable du haut niveau, lui est passé capitaine de Coupe Davis. Okay. Voilà, Manu Planck reste entraîneur national toujours. Et puis il y a des responsables, il y a des entre guillemets sous-responsables comme Pauline sur le haut niveau féminin, Aloïs Beust qui est responsable de tout le haut niveau U15. Voilà, donc mais Ivan est le boss du tennis français, ouais. Et la fille que tu entraînes là maintenant, elle est donc française, mais elle est d'origine russe. Oui, Yaroslava qui est française, sa maman est franco-russe, et donc elle a fait toute sa jeunesse en Russie, mais là j'apprends à la découvrir, et donc elle a la nationalité française aussi, et donc elle joue pour la France maintenant. Elle a été tout proche du top 10 en junior, donc elle démarre. Ça fait quand même quelques temps qu'elle est sur le circuit, elle est 500 à WTA, mais elle devait être 400, 410 en début d'année, quoi. Oui. Et elle a 19 ans, c'est ça? Oui, exactement. Mais il y a une autre joueuse russe qui a demandé sa nationalité récemment, Efremova, ouais. Efremova, mais aussi Gracheva. Et Gracheva aussi, exactement. Elles sont toutes revenues pour jouer pour la France. France, terre d'accueil. on reste dans notre discipline préférée. Bon, vous allez avoir une bonne équipe en Fed Cup, en Billie Jean King Cup. Exactement. Bien qu'il y ait beaucoup de talentueuses joueuses françaises, et je suis d'ailleurs très fière d'avoir accueilli à mon micro il y a 2-3 semaines le coach de la nouvelle numéro 1, Diane Paris, Martine Villard, qui était l'invité de mon podcast depuis l'Asie. Xavier, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on débriefe un tout petit peu ensemble l'actu, parce que bon, qui dit coach français dit forcément débrief du Masters de Paris-Bercy. Vous avez été gâtés là, hein. Il y a eu il faut de temps en temps quand même. C'est pas tous les jours. Hein. Voilà, alors je rappelle donc que c'était le dernier Masters 1000 de la saison, que c'est Alexander Zverev, l'Allemand, qui a triomphé. Il a battu en finale le Français Hugo Humbert, 6-2, 6-2, un match à sens unique. Hugo Humbert n'a pas eu beaucoup de chance de montrer de quoi il était capable. Il était aussi un peu usé physiquement, apparemment. Je pense qu'il était usé. Il avait une alerte même je crois, en quart de finale au niveau du pied. Ah oui. Donc
donc Thompson. Thompson. Il y avait une petite alerte. Il a eu un match très dur en demi sur Kachanov. Et donc, c'est pas facile de rejouer le lendemain. C'est un des derniers Masters 1000 sur une semaine. Ouais. Et donc, c'est sûr que là, à un moment donné, on enchaîne tous les jours. Puis jouer Zverev en surconfiance, c'est quand même pas facile. Et la surface allait vraiment bien à Zverev. Ouais. Voilà. Moi, j'étais l'année dernière, Hugo est un ami, j'étais dans son box l'année dernière contre Zverev. La surface était un petit peu plus lente et ça désavantageait un peu Zverev au niveau du rythme en coup droit. La balle allait un peu moins vite, c'était un peu plus compliqué, mais de ce que j'ai vu hier, là, il n'était pas gêné en coup droit. Non, c'est clair. Et Hugo n'a pas réussi à lui faire mal non plus avec ce fameux service slicé qui a beaucoup gêné Alcaraz sur son deuxième tour. C'est ça la force d'Hugo. Comment tu l'as vu évoluer ces derniers mois aux côtés de Jérémy Chardy? Il a vraiment pris une autre dimension en 15-16 mois. J'étais bien placé parce qu'il y a 16 mois, on était aux premières loges avec Geoffrey Blancano parce que c'était le moment où Hugo, qui était très proche de Geoffrey en étant jeune à l'INSEP, c'était le moment où il était un petit peu au fond du trou. C'est le moment où il démarrait avec Jérémy. Donc on a fait pas mal de tournois ensemble, que ça soit Saint-Tropez, que ça soit Sofia. Et surtout, on a fait la pré-saison il y a 2 ans avec Hugo chez Patrick Mouratoglou. Donc je l'ai vu évoluer. J'étais avec lui l'année dernière, sur Zverev, regarder son évolution et c'est magnifique et il le mérite parce que c'est un super gars. Et le team est super, que ce soit le kiné, que ce soit le préparateur physique que je connais depuis des années, que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Oui. Ouais, dans une petite structure parisienne. Et Jérémy, évidemment. Il y a Fabrice Martin aussi, qui, je peux pas dire ancien joueur de double parce que je pense qu'il joue toujours en double, mais qui est à ses côtés aussi et ça fait une belle team. Jérémy Chardy, il a également été parrain de la fondation Open Spirit. Oui, exactement. Quand il était joueur, il a été parrain pendant une bonne année. Ouais. Et donc c'est aussi une belle reconversion pour lui, Jérémy. C'est une belle reconversion. Alors, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais je sais qu'il va voyager un tout petit peu moins. Et c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer dans le team Fabrice, d'après ce que j'ai compris. Okay. Parce que l'année dernière, il parlait de ne pas faire rentrer justement quelqu'un dans le team. Jérémy, qui a une famille aussi, qui habite à Londres, c'est pas toujours facile. Mais c'est un super team, ouais. Franchement, il y a une évolution incroyable. C'est un joueur qui est très explosif, qui est gaucher déjà. Oui. Donc si tu veux, ça aide. Ah oui, c'est clair. Ça a certains avantages. Un petit peu. Et c'est encore un des rares joueurs qui a un tennis comme ça, aussi offensif, aussi avec une balle qui va très vite. Puis il faut pas sous-estimer le fait que dans sa vie personnelle, ça va très bien aussi avec une joueuse de tennis. C'est ça et je pense que il a besoin d'avoir ça donne des ailes et surtout il avait besoin d'avoir cette tranquillité, ce calme et cette confiance autour de lui pour développer ce tennis flamboyant parce qu'il a un tennis vraiment offensif. Ah oui, moi je l'ai vu au BOE Open, il était de passage l'année passée. Bon, il revenait d'Australie. Il était mort, il dormait dans les. Je sais. Il dormait dans les Players Lounge, là, il avait 2 tensions, donc je crois que c'était pas le meilleur moment. C'était pas le meilleur choix de calendrier en tout cas. Non, mais par contre, il était très sympa avec l'organisation, vraiment un gentil, très gentil garçon. C'est un gars adorable, simple, qui vient d'une famille de travailleurs, qui ont réussi dans les affaires entre guillemets, au niveau boucherie du côté de Metz. Mais c'est un gars très sympa, très humble et puis bosseur. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir, il faut bosser. Ouais. Il l'a dit encore et Jérémy l'a dit aussi cette semaine. Ouais. Et la belle récompense, c'est qu'il est 14e mondial. C'est une sacrée année qu'il a fait là. Ouais, c'est une belle année. Ouais. Et il sera normalement au Moselle Open. Puisque tu viens de parler. Il est tenant du titre. Et c'est chez lui. Donc je pense qu'il fera le dernier effort de la saison pour aller se rendre là-bas. Ouais. Parce qu'en le voyant en finale, je me suis dit, je suis accrédité pour aller à Metz. Et je me suis dit, oui, à mon avis, Humbert n'ira pas. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il était de là. Voilà, il est de là et puis tu sais, il y a une règle sur les tournois où quand tu es en indoor, tu peux démarrer le premier tour jusqu'au mercredi. Donc, et comme il est tête de série, il a que 4 matchs à jouer, donc entre guillemets que 4 matchs s'il va au bout. Donc il sera là, ça c'est certain. C'était sa première finale en Masters 1000, mais c'est vrai que cette surface indoor dure lui convient bien. Il avait gagné Anvers en 2021, Metz l'année passée, tu l'as dit, Marseille aussi cette année, dans 3
des 6 titres qu'il a gagnés sur le circuit ATP étaient sur dur, la moitié de son palmarès. Voilà une surface qui lui convient bien. Et sur le gazon aussi, il avait gagné juste avant le Covid, il avait gagné Halle, le 500 de Halle. Ouais, non, c'est un excellent joueur de surface rapide. Et Dubaï, il a gagné Dubaï cette année. Et Dubaï est pour moi le central le plus rapide que j'ai jamais vu. Donc voilà, ça confirme. Ouais. Ok. Ouais. Et pour les petites stats de Zverev, eh bien, c'est son 7e titre en Masters 1000, le 2e cette année après Rome, et c'est le premier à Paris. Il fait aussi une très belle saison, Sacha Zverev. Ce match remporté face à Hugo Humbert était sa 66e victoire de la saison. Personne n'a gagné plus de matchs que lui cette année sur le circuit. Demi-finaliste à l'Open d'Australie, à Los Cabos, à Miami, à Halle, à Cincinnati. Il a aussi disputé plusieurs finales cette saison. Il avait perdu à Hambourg contre Arthur Fils, contre Carlos Alcaraz à Roland-Garros, et il avait gagné au Masters de Rome sur terre battue, et là il s'offre un nouveau titre sur dur. Il est devenu le 2e Allemand à remporter le Masters de Paris après Boris Becker, et Zverev est numéro 2 mondial ce lundi. C'est un joueur que tu aimes bien? C'est difficile de ne pas aimer son jeu. J'ai eu la chance d'être sur le même terrain que lui à l'Australian Open il y a 3 ans avec Geoffrey. Oui. J'avais forcé à jouer avec Zverev. Il était d'accord, Zverev ? Zverev était d'accord. Parce qu'il y a des joueurs qui refusent. Geoffrey était moins d'accord parce qu'il savait qu'il allait falloir mettre beaucoup d'intensité. Et c'était une superbe séance. Il faisait très chaud, mais Sacha Zverev mettait une intensité folle. Et c'est un excellent joueur qui sert très bien, qui est quand même assez complet. Bon, c'est pas le meilleur volleyeur du monde, mais du fond, c'est incroyable. On lui a reproché un peu cette année son manque de côté offensif, qu'il devrait développer un petit peu plus ce côté-là, comme tu le dis, monter plus au filet et venir conclure devant. Je pense que s'il avait ça en plus... Après, s'il avait ça, mais que ça déséquilibre un peu son jeu aussi, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien entendre les gens dire « Ouais, mais s'il jouait plus vers l'avant, il serait meilleur. » Il est déjà 2 mondial, donc meilleur, c'est quoi? Numéro 1. Il a devant lui Sinner qui a fait une année fabuleuse. Donc oui, on peut toujours améliorer, mais Zverev fait une saison magnifique. Il a été blessé aussi après Wimbledon, et donc ça explique qu'il a eu un petit peu de mal sur l'été et la fin d'été au mois de septembre. Mais là, il est revenu. Faut pas oublier qu'il a eu une énorme blessure à Roland-Garros il y a 2 ans. Alors c'était assez symbolique ce trophée à Paris d'ailleurs. Exactement. En ayant eu la chance, toujours pareil, de parler avec son kiné, c'était 6 mois après en Australie. On savait que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc voilà, mais c'est un joueur qui a été très fort en junior. Pareil, j'ai eu la chance de le voir gagner l'Australian Junior en 2014. Oui. Voilà, j'étais là et voilà, on savait que ça allait être un super joueur et c'est un excellent joueur. Il a réussi sa transition, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un joueur multisurface. Il a gagné à Rome, il a gagné ici à Paris, donc ça prouve qu'il est bon partout. Oui, c'est un excellent joueur. Mais encore une fois, quand tu es 2e mondial, c'est que tu joues bien partout. C'est fini, maintenant tu peux plus. Tu peux plus être un joueur mono-surface, on va dire. Pour terminer sur Hugo Humbert, j'aurais quand même voulu avoir un petit mot. Tu l'as vu battre Alcaraz ? Honnêtement, je ne l'ai pas vu battre Alcaraz, mais j'ai vu quelques points comme tout le monde. Alcaraz qui est encore qui est un joueur qui est encore capable de perdre plusieurs matchs comme celui-là sur une année. Et c'est normal, il est jeune, il est en construction, même s'il a déjà été numéro 1 mondial. Il a de temps en temps comme ça des défaites que Nadal, par exemple, à son époque, n'aurait pas spécialement eu, ou Roger. Alors c'est différent parce qu'à l'époque de Nadal et Roger, le tennis était moins dense. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Alcaraz, alors c'est toujours pareil. Je suis pas tous les jours avec lui, mais de ce que j'ai pu lire et c'est logique. Il a eu un petit down après les Jeux Olympiques, la déception de la finale. Puis il est toujours un petit peu moins bien sur les fins d'année. Bon, il avait gagné quand même l'US Open il y a 2 ans, mais sur la fin de saison, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon voilà, après ça reste un joueur incroyable, mais peut-être que aussi la fin de saison sur dur indoor lui convient un tout petit peu moins bien. Et bizarrement, tu regardes le palmarès de Nadal, il n'a jamais gagné un Masters. Il n'a jamais gagné Paris. Après, les saisons sont longues. Il ne faut pas oublier aussi quand même que ces joueurs-là...
je vais peut-être exagérer un peu, mais en fait, en dehors des grands chelems, ils s'en foutent un peu, quoi, tu vois. Donc, Ouais, mais les Masters 1000 quand même. Masters 1000, ouais, mais quand eux, ils vivent que pour les grands chelems, tu vois. On parle du record de grand chelem, on ne reparle pas du record de Masters 1000. Ouais. Alors oui, c'est des tournois importants, évidemment. Je dis pas le contraire, mais une fois que tu as gagné Roland et Wim dans la même année, tu as fait finale aux Jeux Olympiques, bon, c'est difficile d'aller se remotiver quand même. Même Alcaraz, parce que à la limite, quelqu'un comme Djoko qui ne chasse que les grands chelems, mais Alcaraz, il débute sa carrière, quoi. Oui, mais il a quand même déjà 4 grands chelems. Il est référencé comme celui qui va aller chercher avec Sinner, je ne sais pas s'il ira le chercher, mais qui pourrait aller chercher le record. Ils sont déjà conditionnés pour gagner des grands chelems. Voilà, c'est ce qui les intéresse, c'est ce qui les fait vivre, entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de 4e français titré à Paris-Bercy. Est-ce que tu te souviens des 3 autres vainqueurs? Toi qui es français, je te colle un peu. Forget. Ouais, en quelle année? En 91, juste avant la finale de la Coupe Davis. Okay. Joe Tsonga, je pense que c'est 2008. Très bien. 2 points sur 3. 2 sur 3. Il y en a un entre les deux. Et je dirais Cédric Pioline. Ah non, je crois qu'il a fait finale. Finale. Mais... c'est une bonne colle, ça. Grosjean. Ouais, Grosjean, juste avant la finale de la Coupe Davis qu'on a gagnée aussi. Il avait fait finale au Masters et donc ça doit être 2001. Oh là là, voilà, t'es fort. C'est ça. La Bible du tennis français parmi nous. Bravo. Alors, on a un ami de Xavier qui est médecin arrivé... à Roland-Garros. Ah, aussi médecin à Roland-Garros. Bonjour. Et donc, on va l'inviter à s'asseoir avec nous. Hein. Bonjour. Rob, voilà, enchanté. Moi, c'est Christelle. Bonjour. Moi, c'est Xavier. On termine l'enregistrement de notre podcast et puis je vous le rends, promis. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Hugo Humbert n'était pas le seul à avoir brillé la semaine dernière. C'est pour ça que je voulais te voir, parce qu'ils ont tous été quand même... Ils ont tous été plutôt bons. Assez efficaces. Hein. Ils étaient 5 en 8e de finale. Arthur Fils, et qui a sorti Marin Cilic et Jan-Lennart Struff, éliminé par Sacha Zverev en 3-7. Il y a eu Arthur Rinderknecht, tombeur de la pépite américaine, Alex Michelsen. Rinderknecht sorti en 8e de finale finalement par Dimitrov. Ouais, 7-6 au 3e, ouais. Ouais, difficile celle-là. Ouais, en menant 5-3 dans le tie-break. Ah ouais. Et puis il y a eu Adrian Manarino, qui a fait du Adrian Manarino en sortant Tommy Paul au premier tour. Exactement. Avant d'éliminer, alors là je ne suis pas ravie, Zizou Bergs en 3-7, 6-4 au 3e. Le Français de 36 ans a finalement été sorti par l'Australien Jordan Thompson. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle performance parce que Zizou est en forme. Dis-toi que l'avenir appartient aux Belges avec Zizou. Ouais, Ça, il appartient plus avec Zizou qu'avec Adrian. C'est vrai. Mais écoute, oui, c'est bien quand on peut battre les Belges. On les bat toujours au foot et au tennis aussi finalement. Oui, attends, pas toujours. Enfin, quoique, parce que j'allais te parler d'Arthur Cazaux, qui, en tant que lucky loser, a aussi impressionné la galerie à Paris. Il a sorti Ben Shelton, 21e joueur mondial, avant de perdre face à Holger Rune. Mais il avait surtout, encore une fois, sorti David Goffin au premier tour. Voilà, encore les Français, quoi. En 3-7. Ils battent les Belges. Voilà, 6-1, 6-7, 6-1. En qualif, ouais. En qualif, au premier tour des qualifs. Et Arthur Cazaux va jouer contre Zizou Bergs demain à Metz. Donc ça va être un match, ça va être l'occasion de prendre une belle revanche. Écoute, on verra ça. Après le premier tour de Wimbledon, parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était un match complètement fou entre Arthur Cazaux et Zizou Bergs. Si j'ai mes bonnes mémoires, Arthur menait 5-0 au 5e. Ou un truc comme ça, et Zizou est revenu et Arthur a gagné 7-6 au 3e. 7-6, 18 au super tie-break. 18 au super tie-break, j'ai bonne mémoire. Vraiment la pire des défaites, quoi. Exactement. 18 au super tie-break, du 5e set en Grand Chelem. 5-0... Ah non, mais non. Non, mais ça c'est David. Ça c'est David, excuse-moi. Ça c'est David. J'ai bonne mémoire, mais non pas. Qui avait perdu contre Thomas Marac, comme on doit dire, il paraît. Non, moi je lis Matchak, mais ça se dit Marac. Non, ça c'était David qui avait perdu. Sur Marac, ouais. Il me semblait bien, mais peut-être j'avais loupé un épisode avec Zizou. Je crois que Zizou était quand même malmené au 5e et il avait réussi à être proche de gagner. Ouais. Donc ce serait une belle revanche. Et Arthur Cazaux, il est coaché désormais par Sam Sumik. On sait que on sait que tu formes un duo, jusqu'à peu avec Sam niveau coaching. Est-ce
que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'Arthur maintenant travaille avec Sam exclusivement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Arthur travaille pas avec Sam exclusivement parce que, comme on avait annoncé la dernière fois avec Sam ne veut plus voyager 40 semaines dans l'année. Donc, il n'a pas un nombre de semaines défini exact vraiment, mais Sam voyagera 20-25 semaines dans l'année. Il fera sa pré-saison. Ouais. Il ira en Australie évidemment avec lui, et après ils verront comment ça se passe. Arthur a toujours encore à créer ce team autour de lui. Oui. Sam sera là, le kiné est là, mais la prépa physique est pour l'instant gérée par la Fédé française. Okay. Voilà, en binôme avec... il a le même coach que Giovanni au niveau physique, Seb Poublet. Et donc Sam a démarré avec Arthur juste avant l'US Open. Et notre duo est toujours d'actualité. Alors Sam n'a pas beaucoup de semaines de nouveau devant lui. Moi, évidemment, pas beaucoup non plus. Avec ton nouveau poste. Sur des semaines de consulting, sur des semaines de suivi, pourquoi pas. Et toi, tu travailles avec Enzo aussi, quoi? Et moi, j'ai fait les 3 semaines en Amérique du Sud, là, il y a peu, avec Enzo, qui m'avait demandé de lui donner un coup de main parce que son coach, c'était un peu plus compliqué. Donc, on ne sait pas, on s'autorise à parler de l'avenir aussi avec lui dans les prochains jours. Ouais. Et tu parles de la préparation hivernale qui arrive. C'est une période extrêmement importante pour les joueurs de tennis. C'est une période importante parce que déjà, à mon avis, elle devrait être des fois un peu plus importante pour eux au niveau prise de vacances, au niveau récupération. Et après, c'est une semaine importante, c'est des semaines importantes. Alors moins en moins, à l'époque on parlait de pré-saison sur 6-8 semaines, là c'est quand même vachement réduit. Il ne reste plus beaucoup finalement quand tu vois... Pas beaucoup, surtout qu'ils ont avancé un peu l'Australian Open, le début des qualifs... le 6 janvier si je ne me trompe pas. Oui. Et donc ça laisse peu de temps pour travailler, mais ça laisse quand même un peu de temps quand même pour faire un peu une caisse physique, rebosser de certains axes qui ont été oubliés ou qui sont dans la tête des coachs pour redémarrer. Je sais que Sam a plein d'idées. Il déborde d'idées pour Arthur. Moi aussi, avec les joueurs et les joueuses avec qui j'ai envie de travailler, et on va travailler. Donc c'est hyper important, je crois. C'était la dernière édition à Paris-Bercy. Ouais. L'enceinte de 16 000 places accueillait pour la dernière fois le Masters 1000. Ça faisait 38 ans que le tournoi s'y déroulait. C'était mythique pour nous. Ouais. Nous qui habitons Paris, c'est ça. Et en 2025, le tournoi déménage à la Défense Arena. Exactement. À Nanterre, donc à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale. Encore moins facile d'accès, je crois. Ah oui. C'est pas facile. J'allais dire, est-ce que tu sais pourquoi ce changement ? Oui, je sais très bien pourquoi. Alors, explique-nous tout. Je sais pourquoi, parce que les cours annexes sont pas vraiment aux normes de l'ATP en termes d'accueil de public, en termes de hauteur de plafond. Et après, c'est pas facile à Bercy en termes de cours d'entraînement, en termes d'accommodation, comme ils disent. Et donc ça méritait d'aller ailleurs. C'était plus aux normes de l'ATP. Et c'était pas nouveau. Ça faisait déjà quelques années qui poussaient au niveau de l'ATP. T'es pas sans savoir que, évidemment, l'ATP a des pressions autres que Paris-Bercy pour faire des Masters 1000 un peu ailleurs. J'allais dire, il ne s'agirait pas de le perdre. Il ne s'agirait pas de le perdre. Ouais. Et donc l'ATP, évidemment, quand on va voir des sites tout neufs dans les Émirats ou en Asie, elle fait les yeux doux aussi aux autres. Tu me tends la perche par rapport aux Émirats, puisque c'est là où se déroule cette année le Masters féminin. Je rappelle que le Masters accueille les 8 meilleures joueuses de la saison, et cette année, il se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite, un an après Cancun. Je te coupe, Christelle, mais c'est les 8 meilleures joueuses si dans les 8 meilleures elles ont gagné les 4 grands chelems. Et cette année, Krejcikova n'est pas dans les 8 meilleures, mais elle a gagné Wimbledon, donc elle est... Okay. Il faut avoir gagné un grand chelem. Il faut avoir gagné minimum un grand chelem, être dans les 8. Okay. Ouais. Mais donc Riyad en Arabie Saoudite, un pays qui ne m'inspire pas personnellement en tant que femme, mais qui vient d'accueillir le Six Kings Slam et qui s'intéresse de plus en plus à faire rayonner le tennis dans cette partie du globe. Ça fait un petit peu peur ou tu me connais un petit peu et moi j'ai du mal un peu avec
Les gens qui s'engagent pas un peu dans certaines causes. Et je crois qu'on peut pas rester à un moment donné muet par rapport à ce qui se passe. Alors je sais pas si je vais peut-être pas faire des amis, mais je trouve ça un petit peu honteux parce que on organise le Masters féminin dans un pays où les droits des femmes sont catastrophiques. On organise, il n'y a pas que là, d'accord. Il y a des ITF qui sont organisés dans des pays actuellement où c'est scandaleux au niveau des surfaces, au niveau de la température. Mais bon, on dit rien parce qu'il y a de l'argent, on donne de l'argent. Et donc là, c'est ce qui se passe. Voilà. Alors l'année dernière au Mexique où la sécurité est catastrophique, on organise un Masters, un Final Masters pour les filles qui est catastrophique. Cette année, on est en Arabie Saoudite, on marche un peu sur la tête. Mais c'est le tennis business. La semaine dernière, l'exhibition était scandaleuse. Combien il a gagné 6 millions. Après, tant mieux pour eux. Je jette pas la pierre aux joueurs. Il y a l'autre version aussi où les joueurs se plaignent qu'il y a trop de tournois. Et puis, moi, je l'adore. Mais Hugo, je suis désolé, il l'a dit la semaine dernière. Et 3 jours avant, il était sur l'ITS de Patrick. Donc voilà. L'ITS de Patrick Mouratoglou. Voilà, mais on est sur du tennis business et des fois c'est un petit peu limite. Surtout que les fans de tennis en règle générale, je pense qu'il y a une large communauté non seulement de femmes, mais aussi de la communauté gay, LGBT. Oui, bien sûr. Et honnêtement, ça me met personnellement très mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai pas encore réussi à regarder un match entier du Masters en Arabie Saoudite. Quand je voyais les photos de cette exhibition des Six Kings Slam là, qui faisaient la fête, on se demande si c'est un pays où les femmes existent. Effectivement, il faut pas rester muet par rapport à ça, mais tout le monde a l'air de quand même... Parce que là, tu vois, tu parles des femmes, tu parles de la communauté LGBT, mais on va aller encore un peu plus loin. Et les fans de tennis, parce que tu regardes les tribunes, il n'y a personne dans les tribunes. Tu vois, parce que les gens s'en foutent, tout le monde s'en fout en fait du tennis en Arabie Saoudite. Tu vois, c'est juste une question de promotion, de lobby par rapport à la géopolitique, que ça soit la Coupe du Monde au Qatar, qui était une aberration écologique. Voilà, tu vois, et tout le monde s'en fout maintenant. Voilà, on fait du business, on gagne de l'argent. Alors tant mieux pour les joueurs et les joueuses qui y vont. Rafa est quand même ambassadeur de l'Arabie Saoudite aussi, bien sûr. De la fédération de tennis saoudienne. Ok, tant mieux. Tant mieux pour eux en tout cas. Voilà. Casper Ruud n'a pas accepté d'y aller. Et voilà. Il a très bien fait. En tout cas, il s'y déroule quand même un événement très important puisque c'est le meilleur... On va parler des filles, on va parler des 8 meilleures joueuses du monde. Les 8 meilleures joueuses du monde qui ont réussi à faire un grand chelem durant l'année. Je vais être tout à fait précise. On a 2 groupes, le groupe violet et le groupe orange. Le groupe violet regroupe Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Elina Rybakina, Qin Wenzheng. Et le groupe orange, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Barbora Krejcikova. Aujourd'hui, on entame la 3e journée de compétition. Alors, Jasmine Paolini, elle a gagné hier contre Elena Rybakina, c'est 6-6-4. C'est quand même incroyable la saison qu'elle nous fait, Jasmine Paolini. Elle a été longtemps sur les ITF, elle a toujours longtemps été bloquée et puis d'un coup elle te fait une saison incroyable, elle joue à un niveau incroyable. Elle a gagné sur Rybakina qui revient après quelques déboires physiques et personnels. On pourra en reparler aussi, ça, mais peut-être un autre podcast en tout cas. Mais Paolini, c'est hallucinant. Et Rybakina qui est un nouveau coach. Oui, Goran Ivanisevic. Goran. Ça, c'est une bonne chose pour elle parce que... Écoute, c'est une bonne chose pour elle. Tu parles aussi comme son coach lui parlait, toi, à tes joueuses ? Non. D'ailleurs, il a été suspendu par la WTA. C'est pour ça qu'il est plus coach de Rybakina. Enfin, ils prennent un peu leurs responsabilités. Après, c'est... Je sais pas, tu sais, je vais pas juger déjà parce que l'ancien coach de Rybakina, Stefano, c'est un ami. Donc voilà, après comment il lui parle, ça si elle accepte c'est son problème, c'est leur fonctionnement, c'est des pays un peu particuliers en termes de discussion, de vocabulaire, d'élocution, donc écoute, il a fait de l'excellent travail avec elle et donc c'est vrai qu'il y a eu 2-3 fois où il a été surpris en train de mal lui parler. Je vais prêcher la paroisse des coachs. On n'a jamais vu les vidéos où elle lui parle mal. Ça peut arriver, je pense aussi. Ça peut arriver, Rybakina, tu l'évoquais tout à l'heure, des problèmes de santé tout au long de la saison. Or, elle est
celle qui fait le plus peur, certainement, à Swiatek et Sabalenka. Oui, c'est celle qui a à mon avis, le plus beau tennis, le plus performant. Ouais. Ouais, en coup droit, ça va vite, elle sert très bien. Elle a déjà gagné des grands chelems. Ouais, c'est une excellente joueuse. C'est le top 3 pour moi. Ouais. Dans l'autre groupe, on a Iga Swiatek qui est un nouveau coach. Oui, belge. Yes. Capitaine de Billie Jean King. Wim Fissette, ouais. Ah voilà, j'attendais que tu me sortes le Wim. Oui, Wim Fissette. Bravo à lui. Parce que vous, les Français, vous n'y arrivez pas, hein, le W. Le Wim, c'est très bien pour lui. Hein. Quand tu vois le CV de Wim Fissette, c'est quand même impressionnant. Exactement. Il a 6 joueuses qui ont été numéro 1 mondial, je pense. Ouais, Osaka, Kerber, Clijsters, Azarenka et maintenant Zheng l'année dernière. Zheng aussi, qui n'a pas été numéro 1. Mais... Et cette année, Iga Swiatek. Pas mal. Il a une grosse mission dès le départ. Il entame son travail avec Iga Swiatek lors des Masters. Donc un beau... Bonne chance à lui. Un bon défi en perspective. Elle a gagné hier, elle était dans le dur. Elle a gagné, elle a réussi à retourner le match. Ouais, elle était bien dans le dur. Un set, un break, ouais. 2 breaks. 3-0, 2 breaks. Donc, et elle a réussi. Krejcikova, justement. Ça aussi, hein, Krejcikova, c'est une joueuse qu'on n'attend pas forcément et qui est toujours. C'est une joueuse magnifique. Mais chez les filles, t'as quand même. Pareil que chez les garçons, ça s'est densifié. Ça s'est densifié à tous les niveaux. Tu vois, il y a 15 jours, j'étais avec Marie Benoît à Séville sur un W35. Elle a eu 3 matchs, 3 premiers tours sur des filles 800, 900. Alors avec le coaching autorisé maintenant, ça nivelle un petit peu, tu vois, parce que les filles sont drivées. Et puis tu vois des filles là qui gagnent des 100, des 125, des 250. Qu'on ne connaissait pas forcément. Nous, on les connaît évidemment, mais tu vois, hier à Mérida, là, sur le 250, c'est Son Mes qui gagne. Une petite Turque qui, il y a 2 ans et demi, avait battu Marie à Antalya. Elle était 800, je crois. C'est la deuxième. C'est la deuxième après Shagla Buksakskay. Et ouais, ça arrive. Il y a des joueuses qui sont aussi souvent blessées, mais qui sont fabuleuses, comme Mukova, qui avait fait finale à Roland. Bon, là, qui est dans le dur, mais bon, 11. Voilà, il y a une densité dans le tennis féminin aussi qui interpelle. Là, il y a Stramkova qui vient de gagner 1 ou 2 coup sur coup, qui était toujours aux alentours de 80, 120. Donc voilà, il y a de la place. Je ne sais pas s'il y a de la place, mais en tout cas, ça se densifie le niveau. Ouais, c'est intéressant. Donc Krejcikova, joueuse magnifique aussi, en variation, qui a gagné Wimbledon, qui a gagné Roland Garros. Voilà. Bah oui, quand même. Quand même. Quand tu gagnes Roland Garros. Quand tu gagnes les deux, là, c'est que c'est pas mal. Et ce lundi, c'est Elena Rybakina qui doit jouer contre Zheng et Sabalenka contre Paolini. Alors, je regarderai ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que Paolini, on en parlait tout à l'heure, elle joue aussi en double, le Masters. Elle n'est pas seulement hyper douée en simple. Championne olympique en double avec Errani. Et elles font une superbe saison en double. C'est magnifique. Et pour parler aussi de Belge, eh bien, à noter qu'Elise Mertens est présente en double aussi avec sa partenaire Suessier. Elle a perdu son premier match 18 au super tie-break face à la paire Melichar-Perez, mais elle joue également ce lundi en fin de journée face à Kichenok et Jelena Ostapenko, aussi excellente chose de simple. Pas mal, qui a gagné Roland aussi. Voilà, et avant de te quitter, eh bien, je préciserai que la saison touche à sa fin, comme on le disait. Les Masters de Turin commencent le 10 novembre jusqu'au 17 novembre. Ce sera aussi la finale de la Coupe Davis jusqu'au 24 à Malaga en Espagne. Alors j'ai essayé de m'accréditer parce que comme j'étais allée à Varaždin, comme j'étais allée à Bologne, je me disais il y a une priorité. Eh bien pas du tout. Ils ont tellement de demandes. Ils ont tellement de demandes pour la fin de carrière de Rafa que c'était impossible. Mais il y a aussi, on parle des Belges, il y a quand même la fin de saison, les Belges jouent la semaine prochaine aussi en Billie Jean King Bien Cup, sûr. Le barrage. J'y venais, regarde, c'était sur ma feuille prochaine. Le barrage en Chine. Et là, ça va être difficile parce que ni Elise Mertens ni Grete Minen ne seront présentes. Elles ont préféré se concentrer sur leur préparation hivernale. Je crois que Grete était un petit peu blessée. Je sais pas, Phil pourra peut-être confirmer ou non, elle n'a pas fini blessée, elle se fixe des objectifs pour la saison 2025 qui lui demandent de s'appuyer un petit peu plus sur une préparation physique un peu plus intense. Et donc, c'était trop compliqué de
partir en Chine, mais ce choix était très difficile à faire parce qu'elle Ouais, et adore. puis c'était pas facile parce qu'ils ont fait la tournée asiatique, ils ont c'est fini ça. il y a très peu de temps, il fallait Ouais. revenir ou alors il fallait Exactement. rester. C'était long. Non, en fait, ils étaient à Chengdu, ils sont revenus, Voilà, et puis ça veut dire qu'elle devait retourner. Ouais, je Ça lui sais. faisait pas de vacances, Ouais, donc c'était un choix mûrement réfléchi. C'était pas facile. C'était Mhm. pas facile. La sélection belge va être un petit peu dans une situation un peu compliquée. C'était déjà le cas en début d'année aux États-Unis, Mais oui. où elles avaient quand même honoré Tout à fait. leur sélection, que ce Anne soit van de Winkel avait Sophia très et bien Anne, joué. avaient Oui. fait 3-7 le premier jour sur Pegula et sur Navarro. C'est vrai. Et donc là, cette année, là, sur cette fin de saison, ça va être Sophia et Anne. Mais la numéro 1 belge sera Marie. Oui. Voilà, c'est ça, la fer de lance de l'équipe est Marie. Marie, joueuse que tu coaches depuis un bon petit temps. Je hein. suis super fier d'elle et je suis super contente pour elle. Et, Ouais. alors, je sais pas si elle jouera. Hein. Ça, c'est Wim qui décidera. Et Kirsten. Oui. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. C'est un voyage un peu long. Il a fallu repasser sur dur la semaine dernière pour Marie, qui n'avait pas joué sur dur depuis l'US Open il y a 1 an et demi. Oui. Mais ouais, j'espère que les Belges vont porter haut les couleurs. Il y a Yesaline, Bonaventure aussi. Yesaline, et il y a Yeline Van Droom. Yeline Van Droom. Voilà, La qui est la pépite. future pépite du tennis belge, qui joue très très bien, il paraît. Elle a fait des très très bons résultats. Elle avait gagné Charleroi cette Oui, année, la Street Ball. La Street Ball. Je sais qu'elle était en demi-finale du Masters Junior Oui. il y a quelques semaines. Et donc ça va être une sélection très jeune, Ouais. encadrée par Marie et Isaline. Ouais. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir ça, quoi. Après, quand tu vois le vivier chinois, c'est quand même impressionnant. Ouais, hein. mais la Belgique, c'est quoi? C'est une ville chinoise, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est normal. Ouais. C'est normal. Et, Ils ont beaucoup de très très bonnes joueuses. voilà, après, on va voir. Elles se sont bien préparées, donc on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Bon, on vous en reparlera. Et Wim Fissette m'a confirmé qu'il serait l'invité de mon podcast en cette fin d'année. J'aurai l'immense plaisir, l'immense honneur de l'avoir à mon micro. Ok. Donc Ça, c'est très bien. le nouveau coach de Diga Swiatek et notre capitaine de Billie Jean King Cup. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Xavier Merci à toi. de m'avoir accueilli à Villeneuve-d'Ascq. Merci à toi d'être venu jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. c'est une ville qui en dit beaucoup certainement à nos auditeurs. Pourquoi ? Parce que c'est ici que la Belgique a perdu face à la France en finale de Coupe Davis. C'est juste à Ah, côté. je l'ai vu en passant. Ouais, c'est ça, Je l'ai exactement. vu sur C'est juste à le côté. petit ring là. C'est juste J'ai à eu côté. mal encore, Ouais, ça ouais. m'a encore fait mal. Et Steve a encore mal au coude, je crois. Non tu peux couper ou pas. Non mais Steve, il avait été très Courageux. il avait été meurtri par cette défaite. Ouais, c'est vrai. Il a C'était- tellement donné pour le pays. Il a tellement donné pour le pays et surtout meurtri. Alors déjà la défaite en elle-même, c'est sûr que c'était dur, mais Ouais. il n'a pas pu défendre ses chances surtout. Non, Voilà, il avait était le coude- blessé. il avait le coude complètement anesthésié pour réussir à jouer. ouais. Et c'est dommage parce que vous la méritiez, franchement. Et David jouait un tennis à cette période-là qui était fabuleux. Ouais. Qui était fabuleux, je crois que le mot est faible. Et il revient bien, David. Et Attention. il revient très bien. Ouais. Et je suis très content pour lui. Et Top je suis 50. très content pour son coach. S'il m'écoute, Yanis. s'il m'écoute, je lui passe le bonjour. Ok. Ouais, Et il je nous le écoute. félicite. Il nous écoute. Je sais. David, je sais pas, mais Yanis, oui. Donc je n'ai pas de doute qu'il entendra ton message. Voilà. Et on va aller se prendre un petit café pour se réchauffer parce Allez. que pour avoir les meilleures conditions sonores, on était dehors. Il fait quand même 10 degrés, donc on mérite un bon petit café. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Xavier Le Gall Avec d'avoir été plaisir. mon invité. Et merci au charmant Robin. spectateur Spectateur. Robin qui est avec nous. Merci. À bientôt à À tous. bientôt. Ciao.